Bonjour. On va commencer. Donc, d'abord, le séminaire cet après-midi va être donné par Sam Safran, qui vient de l'Institut Weizmann en Israël et qui est là. Ensuite, je vais vous rappeler en quelques mots ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que je vous ai introduit un modèle très simpliste du cycle cellulaire, de la façon dont la cellule produit les protéines. Et puis j'ai combiné ça avec ce que j'avais décrit au cours d'avant, qui étaient les modèles d'équilibre osmotique, que j'avais appelés des modèles de pompe et fuite. Ça nous a permis de voir qu'il y avait en gros deux régimes de croissance, un régime de croissance exponentielle et puis un régime où la cellule se dilue. Elle se dilue parce que le nombre de protéines sature. Donc ce que je veux faire pendant les deux cours qui viennent, c'est changer un peu de sujet et m'intéresser à ce qui fixe la durée du cycle cellulaire. C'est-à-dire quand est-ce que la cellule décide de s'arrêter de croître. Je vais aller un tout petit peu plus loin que ce que j'ai fait dans les cours précédents. C'est-à-dire qu'au lieu de m'intéresser aux valeurs moyennes des propriétés physiques, je vais essayer de discuter un peu les fluctuations autour de ces valeurs moyennes. Et puis ce que je veux faire au début, c'est quelque chose que j'ai un peu esquissé dans le premier cours, c'est discuter comment est-ce que la cellule peut mesurer ou sentir son volume. Clairement, elle a besoin d'une information sur sa taille pour décider d'arrêter le cycle cellulaire. Donc, je vais commencer par ça. Alors, avant, je vais corriger une erreur qui n'est pas très grave, mais il faut quand même corriger. Je vous ai cité des références la semaine dernière d'un quelqu'un que j'ai appelé Lee. Il y avait une référence de Lee et Amir. C'est pas Lee, c'est Lin. Je l'ai écrit comme ça la première fois et après, j'ai recopié bêtement ce que j'avais écrit sur le tableau. Donc, l'erreur s'est propagée d'un début à l'autre. Donc ce cours, je l'ai appelé « Fluctuation et régulation du volume cellulaire ». Et donc mon premier point, c'est comment la cellule mesure son volume. Alors, je vais remettre la référence que je vous avais donnée au premier cours, qui est un article de revue de Amoedo. Simplement pour dire que je vais vous montrer pas mal de résultats expérimentaux, au moins au début du cours. Et en gros, derrière tous ces résultats expérimentaux, presque tous, il y a John Scottheim, qui est un biologiste de Stanford aux États-Unis. Et puis, quand je vous parlerai de théorie, beaucoup sont faites par ou dans le groupe de Ariel Amir, qui viendra faire un séminaire la semaine prochaine ou la semaine d'après, et qui, lui, est à l'Institut Weizmann. Donc, je vous ai cité trois façons par lesquelles la cellule peut mesurer son volume. Il y en a une que je ne vais pas rediscuter parce qu'elle est assez facile à sentir, c'est tout ce qui est dû à des événements externes. C'est-à-dire s'il y a un mur, par exemple, le mur va fixer la taille de la cellule, ou si on écrase la cellule entre deux surfaces, évidemment l'épaisseur va être la distance entre les surfaces. Donc je vais rediscuter un tout petit peu les deux autres méthodes de mesure de la cellule. La première, j'avais appelé ça une mesure géométrique. Et la deuxième, j'avais appelé ça une mesure par titration. Et je vais revenir beaucoup dans ce cours sur les mesures par titration et comment ça peut conduire au comportement qu'on observe. Donc je vais commencer simplement par vous montrer des expériences un peu concrètes où on voit des expériences où la cellule mesure son volume. La première, c'est donc cette expérience qui est de Harris et Thériault. Ce n'est pas des cellules eucaryotes, c'est des cellules qui sont des bactéries, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expériences dans ce domaine-là sur les bactéries, et dans certains cas, on a pas mal d'idées de choses qui pourraient être faites sur les cellules eucaryotes en regardant la littérature sur les bactéries. Alors la bactérie, elle est indiquée là-haut, c'est Colobacter crescentus.
Donc c'est une bactérie qui a une paroi rigide. Donc elle croît, mais pendant qu'elle croît, elle doit faire croître son volume et elle doit faire croître la paroi rigide. Alors si je me souviens bien, c'est ce qu'on appelle les bactéries gram-négatives, les bactéries qui ont des parois rigides. Alors, la paroi rigide, elle est formée de polymères qui s'appellent des peptidoglycanes. Et ce qu'étudient Thériault et Harris, c'est le régime de croissance exponentielle. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un régime où la variation du volume avec le temps est proportionnelle au volume. Donc je vais écrire que dV sur dt égale alpha v. Et puis, la deuxième chose qui est importante, c'est la croissance de la surface. Leur argument, c'est que les peptidoglycanes, un peu comme les acides aminés dans mon cours précédent, ils sont produits dans le volume de la cellule. Donc la croissance des peptidoglycanes, elle est proportionnelle aussi au volume. Donc ça, c'est la surface dA sur dt égale bêta v. Vous m'accorderez que c'est assez facile de trouver le volume en fonction du temps et la surface en fonction du temps. Donc V, c'est V0 exponentielle alpha t. Et puis la surface S, c'est bêta sur alpha plus une... c'est l'air, je vais l'appeler A, plus une constante d'intégration que je vais appeler C. Ce que je vous ai dit au premier cours, c'est pourquoi est-ce que mesurer la surface et le volume, ça permet de sentir sa forme ou sa taille? Parce que le rapport surface sur volume, ça définit une longueur. Donc cette longueur, je vais l'appeler S. Et ce S-là, c'est V. A sur V, pardon. Alors, surface sur volume. Comment? C'est V sur A si c'est une longueur. C'est l'inverse d'une longueur. Merci. Donc vous voyez qu'il va y avoir deux termes. Alors par contre, il manque le V0 ici. Il y a deux termes. Un terme qui va être une constante quand je prends le rapport où ces deux facteurs s'en vont. Donc c'est bêta sur alpha. Plus un terme C sur V0. Ce que ça veut dire, c'est que quand la cellule croît, le rapport S surface sur volume, il décroît exponentiellement avec le temps. Alors ils ont joué avec ça, je ne vais pas vous montrer des exponentielles, hein, mais faites-moi confiance, ça marche très très bien. Quand il le diminue, il augmente exponentiellement pour atteindre une constante. Et quand il part d'une valeur plus grande ou qu'il le perturbe pour l'augmenter, il va décroître exponentiellement pour relaxer vers une constante. Donc on a un modèle extrêmement simple qui décrit assez bien ces expériences. Ce qu'ils font d'intéressant, c'est qu'ils ont perturbé les paramètres. Ça veut dire qu'ils ont changé bêta, et puis je ne vais pas vous le dire, mais vous m'accorderez que si j'augmente bêta, c'est la même chose que diminuer alpha, etc. Donc ils ont fait les deux, et je vais vous discuter ce qui se passe quand on change bêta. Alors pour changer bêta, ils utilisent une drogue qui s'appelle la phosphomycine. Alors vous allez me dire, une fois que j'ai passé la phase exponentielle, si je change bêta, je diminue le rapport surface sur volume. Alors voilà des courbes. Hein. J'ai été dans le mauvais sens. Voilà des courbes, le rapport S, décidément, auquel ils ont donné un nom un peu compliqué ici. Le rapport surface sur volume décroît vraiment. Alors comment est-ce qu'ils font ça? Ils fixent une durée, 5 heures dans ce cas, et puis ils augmentent la quantité de phosphomycine et ils mesurent la longueur. Alors cette bactérie, c'est un cylindre, hein, comme il est schématisé ici. Donc ils mesurent la longueur et le rayon de la bactérie et ils regardent comment est-ce que la forme de la bactérie évolue. Et puis, alors un peu à ma surprise au début, parce que je n'avais pas trop réfléchi, vous voyez que la largeur augmente et la longueur augmente aussi. Il faut bien
voir que ces 5 heures, c'est plus long que le temps de division de la bactérie. Donc la bactérie a le temps de s'adapter en faisant des divisions, et le raisonnement est très simple et schématisé ici. Il y a 2 régions dans la bactérie si c'est un cylindre. Il y a le cœur de la bactérie, le cylindre lui-même, qui s'allonge quand la bactérie croît. Et le rapport surface sur volume d'un cylindre qui est très long, c'est 2 sur R. Et puis, il y a les extrémités qui sont là, qui en gros sont des demi-sphères. Mais les demi-sphères, ça prend plus de surface, c'est-à-dire que le rapport surface sur volume de la demi-sphère est plus grand que le rapport surface sur volume du cylindre. Donc si vous augmentez la taille de la bactérie, ça vous permet d'avoir plus de cylindres et donc un rapport surface sur volume petit, qui est ce qu'on voit ici. Donc quand la bactérie, et c'est ce qui est schématisé sur ce résumé ici, si je diminue le coefficient bêta, le rapport surface sur volume va augmenter, je vais avoir une bactérie plus grosse, mais elle change à la fois le rayon et le diamètre de façon à bien respecter cette loi-là, qui est que le rapport surface sur volume va décroître. Donc à la fois la surface et le volume augmentent, parce que ça me permet de mettre plus loin les extrémités, et puis les deux paramètres géométriques augmentent aussi. Donc c'est ce qu'on observe ici. Et puis comment est-ce qu'elle fait ça? Ben, vous voyez, ça c'est le point à 0 ici au bout de 5 heures. Vous avez des bactéries qui sont toutes petites, puis vous augmentez la concentration de phosphomycine, il y a des bactéries qui sont de plus en plus grandes. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle joue sur la longueur de son cycle cellulaire, et elle adapte la longueur de son cycle cellulaire de façon à ce que ce rapport surface sur volume soit cohérent avec la géométrie du problème. Alors, bon, ils le font dans l'autre sens aussi, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de diminuer ce coefficient bêta, ils augmentent le coefficient bêta, c'est parfaitement cohérent. À partir de ça, il faut un modèle de la régulation du cycle cellulaire. Je vais mettre de la division cellulaire. Il rajoute un paramètre. Alors jusque-là, la théorie, c'est celle que je vous ai mise au tableau, qui est simple. Dans la suite, ils ne font pas de vraie théorie. Je pense qu'on pourrait la faire de façon à peu près identique. Ils le font plutôt avec les mains. Ils disent, mais en fait, la fabrication de la surface, ce n'est pas une étape, c'est 2 étapes. C'est la production des peptidoglycanes. Ça veut dire qu'on fabrique en volume des polymères qui sont dans la bactérie, et puis après, il y a l'intégration des peptidoglycanes à l'intérieur de la paroi. Alors le modèle qu'ils ont, il est schématisé ici. Ils disent qu'il y a une partie du bêta qui est de l'incorporation dans la paroi, et il y a une partie du bêta qui est la synthèse. Et l'image qu'ils en ont, c'est que la synthèse est à peu près constante, et l'incorporation va varier au cours du cycle cellulaire. Elle va être faible au début, et va être plus grande à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit comme ça? Parce qu'au début, on fait croître le cylindre. Quand on fait croître le cylindre, on augmente la région où le rapport surface sur volume est petit. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de peptidoglycanes. Et puis à la fin, on veut créer les extrémités. Et quand on veut créer les extrémités, on va augmenter le rapport surface sur volume. Et là, on a besoin de créer de la surface. En faisant ça, au début, on a trop de peptidoglycanes. Donc la bactérie va accumuler du peptidoglycane. Et puis elle va le consommer à la fin. Et donc elle va avoir accumulé suffisamment de peptidoglycanes, et quelque part, leur idée, c'est qu'une des régulations du cycle cellulaire, c'est qu'il faut avoir suffisamment de peptidoglycanes accumulés pour assurer l'augmentation de rapport surface sur volume quand on fait les extrémités. Donc ça, c'est un mécanisme où on voit bien ce que la bactérie sent son rapport surface sur volume.
En pratique, la géométrie, c'est la partie cylindrique par rapport aux extrémités. Et puis, il relie ça à la chimie du cycle cellulaire. Après, ça ne vous dit pas, ce modèle-là, quelle est la longueur du cycle cellulaire. Cette chose-là peut se faire plus vite ou moins vite. Ce que ça ne dit pas aussi, c'est... ils n'ont pas de modèle pour cette progression ici. Ça peut être comme ça, mais ça pourrait être des courbes différentes à condition que ça soit négatif de ce côté-là et positif de ce côté-là. Donc voilà le premier modèle que je voulais vous montrer d'une bactérie qui mesure son rapport surface sur volume. Et comme elle a une contrainte d'assurer ce rapport surface sur volume, il faut qu'à la fin du cycle cellulaire, elle ait de ces peptidoglycanes qui soient disponibles pour assurer ça. Donc voilà mon premier exemple. J'ai un deuxième exemple de géométrie. Alors le deuxième exemple, c'est un article Alors, ce n'est pas un article sur les bactéries, cette fois, c'est un article sur la levure. Ce n'est pas la levure que j'avais appelée la levure du boulanger la semaine dernière, c'est l'autre levure, qui est ce qu'on appelle fish yeast en anglais, qui s'appelle Saccharomyces bombay. Alors, c'est structurellement assez semblable aux bactéries. C'est une levure qui a une forme de cylindre avec des extrémités, et puis la levure croît et se divise en deux par fission au milieu, donc apparition là aussi d'un mur entre les deux bactéries. Il y a une théorie classique pour ça, c'est qu'il y a un gradient interne de protéines, d'une protéine qui s'appelle POM1, et que la cellule mesure sa taille en mesurant ce gradient de POM1. En gros, si vous mettez des POM1 aux deux extrémités, quand vous vous écartez, ça va diminuer le gradient. Et c'est ça auquel la cellule serait sensible. Ce que montre cet article, et pas mal d'autres, c'est que ce n'est pas vraiment possible que ça marche comme ça. Et donc, il doit y avoir d'autres mécanismes qui permettent à la cellule de mesurer sa taille. Alors, ils ont identifié une autre protéine, qui est celle qui est écrite ici, donc CDR2P. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que la protéine CDR2P, elle existe sous trois formes dans la levure. Alors, il y a une forme cytoplasmique, où la protéine est dissoute dans le cytoplasme. Si j'appelle ρ la densité et V le volume, le nombre de molécules cytoplasmiques va être égal à ρ fois V. Il y a une forme corticale, ça c'est cytoplasmique. Et puis, il y a une troisième forme qui s'appelle nodale. Donc là, il y a NC, protéine corticale, et il y a une troisième forme qui s'appelle nodale. Donc il y a NN, protéine nodale. Alors l'idée des protéines nodales est montrée sur cette expérience ici, mais schématisée là, c'est qu'il y a une région au milieu de la levure qui s'appelle la région nodale, qui est d'air AN. Et les protéines peuvent s'échanger de la région corticale à la région nodale. Et quand elles sont dans la région nodale, elles font des points nodaux qui sont indiqués ici. Après, le modèle que font ces gens-là est extrêmement simple. Ils disent qu'il y a échange entre le volume et le cortex, entre le cortex et la région nodale, et puis entre la région nodale et puis le système dissous. Donc ils écrivent deux équations. dNc sur dt. Ça, c'est la variation du nombre de protéines CDRC2 corticales. Il augmente parce qu'il y a des protéines qui vont se mettre au cortex. Donc, il y a un coefficient. Alors, bêta,
c'est proportionnel à la densité et c'est proportionnel à l'air. Les protéines peuvent se détacher du cortex pour aller dans le cytoplasme, donc moins nu. Et puis aussi, elles peuvent être transférées de protéines corticales à protéines nodales. Donc c'est moins la densité sigma c fois l'air nodal à n. Et puis il y a un coefficient qui est appelé alpha ici. Donc voilà la façon dont varie la densité de protéines corticales. Si je regarde la densité de protéines nodales, celles-là, c'est les protéines corticales qui disparaissent, donc elles réapparaissent comme protéines nodales. Donc c'est alpha sigma c à n. Alors je ne l'ai pas dit. Sigma c, c'est la densité de surface de protéines corticales. Et c'est nc sur ac. Et puis il y a un dernier terme qui est que les protéines nodales, comme les protéines corticales, peuvent se détacher de la surface pour aller en volume. Donc ça fait moins zeta Après, leur idée qui est très simple, c'est de dire tous ces changements de propriétés de la protéine, c'est-à-dire les changements entre ces états-là, vont être rapides par rapport à la croissance du cycle cellulaire. Donc à chaque instant, il se fait un équilibre local, et à chaque instant, dnc sur dt égale 0, et dnn sur dt égale 0. Ce que je fais comme hypothèse ici, c'est que ces coefficients qui sont là, celui-là, 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 sont rapides, ou les taux sont lents, par rapport à la croissance de la levure. Après, vous voyez qu'à partir de ça, j'ai deux relations, et ça va me permettre de calculer toutes les propriétés nn, le nombre de protéines nodales qui est là, en fonction des autres propriétés. Donc je calcule sigma n égale nn sur an. Ça, c'est la densité de surface dans la région nodale. Alors je vais vous épargner le petit calcul d'algèbre qui est là derrière. Donc il y a un coefficient bêta rho sur eta. Puis après, il y a le terme qui m'intéresse, c'est 1 sur nu sur alpha plus an sur ac. Il s'avère que alpha est beaucoup plus grand que nu et que ce terme-là est en général petit. Ce que ça veut dire, ça, c'est que cette chose-là, c'est à peu près égal à bêta rho sur eta fois ac sur an. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette densité des protéines dans la région nodale, elle est proportionnelle à l'aire de la couche corticale. Quand la cellule croît, l'aire de la couche corticale croît. La densité ne croît pas si je suis dans un régime de croissance exponentielle. Et puis après, il ne me reste plus que des coefficients locaux. Et donc la croissance, elle est cachée dans AC et dans AN. Pour qu'on ait une mesure de l'aire de la cellule, il faut que ce rapport ne soit pas constant durant la croissance. Oui, vas-y, Jacques. Qu'est-ce qui définit la zone nodale? Alors, je ne sais pas ce qui définit la zone nodale, mais tu vois bien sur l'expérience, ça veut dire qu'il y a quelque chose au départ qui définit la zone nodale. Alors, c'est là que j'allais arriver. Les protéines sont bloquées dans cette région qui définit la zone nodale, et le résultat expérimental, c'est que la zone nodale, elle croît moins vite que l'aire de la cellule. Évidemment, si ça croissait à la même vitesse, ça n'aurait aucun intérêt, cette histoire-là. Et l'autre question est pourquoi l'échange se fait proportionnellement à l'air, à elle, et pas à une ligne? Alors, ce n'est pas le seul modèle qu'ils proposent. J'ai pris le premier qui propose, qui est celui-là. Ils ont fait un autre, et à la fin, on a un résultat qui est équivalent.
Donc dans les deux modèles qu'ils proposent, c'est ce que j'allais dire après, le résultat est équivalent. L'hypothèse la plus naïve, ça serait de dire que l'air à n est constante. Dans ce cas-là, on mesure directement l'air à c. Après, cette protéine peut avoir une influence sur la régulation. Les protéines dans la région nodale où elles sont agrégées pourraient avoir un effet sur la régulation du cycle cellulaire. Et donc, on aurait une régulation du cycle cellulaire qui dépend de l'air de la cellule. Les deux remarques que j'avais, c'est exactement les deux questions de Jacques. C'est qu'on ne sait pas très bien comment varie à n et ce qui fixe à n. Ils disent qu'expérimentalement, ça croît moins vite que AC. Donc le système marche si ça ne croît pas exponentiellement à la même vitesse. Et puis, pourquoi les échanges se font comme ça et pas d'une autre façon? Ils ont essayé plusieurs modèles, et au moins qualitativement. Et à ce niveau-là, je ne chercherai pas à être plus que qualitatif. Les résultats sont à peu près les mêmes dans les deux modèles qu'ils proposent. Donc voilà un deuxième modèle où, en mesurant cette densité dans la région nodale qui est ici, la cellule mesure son air et peut utiliser cet air mesuré en fonction de la croissance pour influencer le cycle cellulaire. Donc ça, c'est ce que j'appellerais deux méthodes géométriques. Le deuxième type, après je vous avais parlé de ces méthodes qui étaient externes, que je ne vais pas rediscuter. Et le troisième type, c'était les méthodes par titration. Alors, je ne vais pas faire des très grands discours là-dessus, parce qu'en gros, presque toute la suite du cours va porter sur ces méthodes par titration. La première fois qu'elles ont été suggérées, c'est par un article en 1968 de quelqu'un qui s'appelle Donaki. J'ai lu l'article de Donaki, c'est extrêmement difficile pour moi de lire cet article, tout est un peu enchevêtré, il y a des tas de choses dont je ne sais pas très bien ce qu'elles représentent, mais c'est clair que, en tout cas, il avait eu l'idée que je vais vous montrer et qui est l'idée qu'il y a dans l'article de revue de Scottheim. Donc cette fois, il s'intéresse à nouveau à une bactérie, cette fois c'est E. coli. Et la question qu'il pose, c'est quand est-ce que E. coli va passer de la phase G1 à la phase S, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle va décider de dupliquer son génome. Alors l'idée qui vient, elle, c'est clair, de Donaki, c'est que à l'intérieur de la cellule, il y a une protéine qui croît avec la cellule, c'est-à-dire une protéine dont la densité est constante au cours de la croissance. Et puis après, les gens ont identifié cette protéine, elle s'appelle DNAA. Qui est titré par rapport à des objets qui restent en nombre constant. Et les objets qui restent en nombre constant, c'est les origines de duplication le long du génome. Donc voilà la bactérie ici. Les origines de réplication, c'est les points rouges. Et la protéine DNAA va aller s'accrocher en fonction du temps sur les origines de duplication.
Et la règle qui était proposée par Donachi, c'est que quand il y a un certain nombre de protéines DNA accrochées à toutes les origines de réplication, la cellule duplique son génome. Donc c'est ça le mécanisme. Ici, on sature les origines de duplication, mais le nombre des origines de duplication est constant. Donc il arrive un moment où on sature, et c'est ça qui provoque la décision de répliquer le génome. On voit bien que le mécanisme de la titration, c'est d'avoir quelque chose qui croît avec la cellule, qu'on compare, et la comparaison, c'est le fait qu'il y a une valeur critique du nombre de protéines accrochées aux origines de duplication. On compare à quelque chose qui est constant. La chose qui est de façon évidente constante dans une cellule, c'est le génome, en tout cas dans la phase 1. Et donc c'est souvent ça qui est utilisé. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qui est relié aux bactéries. Il s'avère qu'il y a énormément d'exemples de comparaisons par titration comme ça. Alors je vous en ai mis un ici pour des cellules eucaryotes. Alors, qui est cette protéine RB, qui est en bleu ici. Et vous avez plusieurs types de cellules. Ça, c'est des cellules de la rétine, par exemple. Vous voyez qu'au cours de cycles cellulaires, le nombre de protéines RB reste à peu près constant. Donc la protéine du rétinoblastome garde un nombre constant, et puis beaucoup de protéines croissent avec la taille de la cellule. Ici, vous avez un diagramme. La protéine RB reste constante, et la protéine qu'ils ont utilisée ici, c'est bêta-actine, c'est une forme de l'actine, et la bêta-actine croît exponentiellement. Donc on a bien le même type de choses qu'on peut faire. Cette protéine RB, c'est un inhibiteur du cycle cellulaire, donc elle est directement impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. Si on arrive à coupler le fait que le nombre de protéines RB est constant avec le fait que les autres protéines croissent, on doit pouvoir réaliser le même genre de mécanisme qu'on a réalisé ici et arriver à des seuils qui permettent de décider à la cellule d'arrêter sa croissance ou de ne pas arrêter sa croissance. Donc voilà le mécanisme, en gros, que les gens vont utiliser pour ces mesures par titration, c'est avoir deux types de protéines, une protéine dont le nombre reste constant, une protéine dont la densité reste constante, et puis essayer de trouver un couplage entre les deux qui conduise à un seuil et qui permet de déclencher des choses sur le cycle cellulaire. Ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est un exemple un peu plus détaillé sur la levure, alors pas la levure Pombé, mais la même que la dernière fois, la levure du boulanger. Donc voilà un peu les deux méthodes qu'utilise la cellule pour définir sa taille. Ce que je veux faire maintenant, c'est revenir à une deuxième chose dont j'ai parlé dans mon premier cours. Je vous ai dit, en gros, il y a trois types de mécanismes qui peuvent conduire à la taille et à la division. Il y a un mécanisme où la cellule contrôlerait la durée de son cycle cellulaire. Il y a un mécanisme où la cellule contrôlerait la taille à la division. Et puis il y a ce mécanisme, qui est peut-être moins évident pour tout le monde, qui est un mécanisme d'addition de volume, où la cellule déciderait de se décider quand elle a ajouté un volume constant à son cycle cellulaire, sachant que dans chacun de ces cas-là, il y a des erreurs, il y a du bruit, et que le bruit peut jouer un rôle. Donc je vais essayer de discuter ces trois mécanismes, et puis après je passerai plus de temps à discuter le mécanisme d'addition, parce qu'il s'avère que chez les cellules isolées, les résultats expérimentaux semblent plus compatibles avec ce mécanisme d'addition qu'avec les deux autres mécanismes. Alors, donc j'ai appelé ça donc la première chose, c'est la régulation de la durée du cycle cellulaire.
Et la chose que je veux vous montrer par un argument qui est extrêmement simple, supposons que j'ai une cellule dont le volume à la naissance est Vn. Et puis je veux regarder par un mécanisme d'adder quel sera le volume dans la génération suivante. Donc le volume à la génération n plus 1, il va croître par rapport à Vn. Et si je suppose que c'est dans une phase exponentielle, je vais écrire que c'est exponentielle Vn ça va être la durée visée du cycle cellulaire. Et puis je vais rajouter du bruit sur ce temps, plus un bruit excité. Et puis ça, c'est le volume à la fin de la croissance. Si la cellule se divise symétriquement, quand elle se divise, elle fait 2 cellules, et chacune des 2 cellules a un volume qui est la moitié du cellule avant la division. Divisé par 2. Donc voilà comment le volume évolue au cours des générations pour un mécanisme d'addition. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais diviser tout ça par V0, qui est le volume initial de la cellule. Et je vais prendre le logarithme. Donc j'ai log Vn plus 1 sur V0 égale moins log de 2 plus kTA plus log de Vn sur V0 plus k excité. Alors, si je regarde cette équation, ça c'est la quantité que je vais étudier. Ici j'ai un terme kTA moins log de 2, mais si kTA est plus grand que log de 2, ça va croître exponentiellement au cours du temps. Si kTA est plus petit que log de 2, les cellules vont décroître autour du temps. Donc la seule chose qui est cohérente dans ce mécanisme-là, c'est que kTA moins log de 2 est égal à 0. Ça veut dire que ce que fait le mécanisme de régulation par contrôle de la durée, c'est qu'il multiplie par 2 le volume de la cellule. Donc si j'appelle xn je trouve que xn plus 1 égale xn plus xn, où xn c'est un bruit sur x, xn c'est 4 cités. Et après, vous avez, suivant que vous êtes plus ou moins mathématicien, vous avez plusieurs façons de considérer cette équation-là. Si vous dites que xn c'est le temps, n c'est le temps, en gros, ça c'est plus ou moins la dérivée, donc la dérivée de x par rapport au temps est un bruit. Ça c'est une équation de Langevin. L'équation de Langevin la plus simple qu'on peut imaginer, c'est l'équation de Langevin qui conduit à la diffusion. Donc ça veut dire que le carré de xn va croître linéairement avec le temps. Ça c'est peut-être la façon la plus simple de le voir. Il y a une façon un peu plus bête et mathématique qui est de dire ça, c'est une suite arithmétique. Donc xn et puis il faut que je rajoute tous les bruits jusqu'à n, donc plus somme de n égale 0, de i égale 0 à n de xn d'ici. Donc le changement de cette quantité xn, qui est le rapport des logarithmes du volume, c'est la somme des bruits que j'ai rajoutés à chaque génération. Dans l'hypothèse la plus naïve, c'est que ces bruits sont indépendants les uns des autres.
Puis si je suppose que ma croissance est stationnaire, il va falloir que je suppose aussi que les propriétés du bruit se reproduisent à chaque étape, donc que la variance du bruit, alors la valeur moyenne du bruit est nulle, hein. Puis la variance, c'est le carré de l'écart type. C'est la même pour tous les bruits. Ça, c'est simplement K fois le bruit sur le temps au carré. Maintenant, si je somme des variables aléatoires comme ça, la somme des variables aléatoires, c'est une distribution gaussienne, c'est la loi des grands nombres. Et puis la valeur moyenne, la variance de xn, qui est valeur moyenne de xn carré. Alors vous allez me dire, il faudrait que je retranche le x0, mais si j'ai divisé par le volume au temps 0, ce x0-là, c'est log de v0 sur v0, et donc ça fait 0. Donc la valeur moyenne de xn carré, c'est l'écart type, et c'est simplement la somme de carrés de tous les bruits. Donc ça, c'est n fois, si vous voulez, c'est n k fois, je vais appeler ça sigma t, ça veut dire que le bruit, sur le logarithme du volume, augmente proportionnellement au nombre de générations. Alors j'ai dit que la distribution de xn était gaussienne. Xm, c'est le logarithme de v. La distribution gaussienne, c'est une distribution normale. Si c'est une distribution normale pour le logarithme, ça veut dire que le volume a une distribution log normale. Donc si je veux calculer les valeurs moyennes du volume, il faut que j'écrive que la distribution du logarithme de V est gaussienne. On peut faire ça très facilement. Alors je vais vous écrire ce que ça dit. Ça dit que la valeur moyenne du volume, c'est V0 exponentielle n k sigma t au carré sur 2. Ça veut dire que non seulement la variance du bruit sur le volume augmente, mais la valeur moyenne du bruit sur le volume augmente. Ça, c'est très clair, c'est qu'une distribution log normale, ce n'est pas symétrique. Il y a moins de changements quand le volume est plus petit que le volume V0, et il y en a plus quand il est plus grand. Donc la valeur moyenne va augmenter au fur et à mesure des générations. Ce n'est pas un effet négligeable, puisque ça augmente exponentiellement avec le nombre de générations. Et puis la variance, valeur moyenne ça c'est V0 carré exponentielle n pareil, la variance va augmenter de façon encore plus violente que la valeur moyenne. Là, c'est n sur 2. Ici, c'est exponentielle 2n pour cette variance. Alors, je n'ai pas de résultats expérimentaux à vous montrer. Donc, évidemment, si la variance du volume augmente exponentiellement avec le nombre de générations, ce système-là est totalement instable. La seule chose que je peux vous montrer, c'est des simulations numériques qui ont été faites donc, par Ariel Amir.
qui vous montre parfaitement ce qui se passe. Donc le cas d'un système qui contrôle la durée du cycle, c'est ce premier cas ici. Vous voyez qu'il y a des trajectoires où les fluctuations sont négatives, c'est-à-dire où le volume devient plus petit que la valeur moyenne. Il a normalisé par le volume initial ici, et donc il y a très peu de variations pour ces trajectoires-là. Puis il y a des trajectoires où la fluctuation devient positive. Je n'ai pas vérifié qu'elles étaient exponentielles, mais on voit bien que ça croît de façon assez violente, et que là-dessus, la valeur moyenne va croître, je ne sais pas, quelque chose comme ici au milieu, et puis l'écart type sur cette valeur moyenne va croître. Les deux autres courbes, celle-là, je ne vais pas donner celle-là, je vais vous donner celle-là. Ça, c'est le volume après la division des cellules en fonction du nombre de générations, sur 50 générations, qui a été mesuré dans cet article-là. Vous voyez qu'il y a des fluctuations, mais que les fluctuations restent petites. Ça veut dire qu'il y a un volume moyen qui est bien défini, et qu'autour de ce volume moyen, on a des fluctuations. Et quels que soient les mécanismes qu'on utilise, à part ce mécanisme de timer, on a des fluctuations qui sont petites. Alors ça, c'est une simulation qui a été faite par le modèle d'addition de volume dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous voyez qu'au moins pour celui-là, l'ordre de grandeur des fluctuations est le même, et même la structure des fluctuations a l'air assez semblable aux résultats expérimentaux. Donc voilà pour le cas des timers. Le deuxième cas, ça veut dire qu'en gros, on ne va jamais trouver de cellules où le seul mécanisme de contrôle, c'est le contrôle de la durée du cycle cellulaire. Il pourrait y en avoir qui contrôlent ça et autre chose avec. Ça, ce n'est pas exclu. Mais en tout cas, ce mécanisme seul n'est absolument pas suffisant et conduirait à une explosion du volume des cellules, quoi qu'on fasse. Donc le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme par mesure de la taille. Alors le mécanisme par mesure de la taille, le mécanisme idéal, ça serait de dire que le volume au moment de la division, c'est 2 fois un volume fixé. Puis après, quand on coupe en deux, les deux cellules, donc V à la division, alors je vais mettre plus bruit. Et je ne vais pas discuter maintenant le bruit, hein, ça sera l'objet de presque tout le cours la semaine prochaine. Dans ce cas-là, le volume à la division est indépendant du volume initial, puisqu'on fixe une taille au moment où on se divise, donc il n'y a pas de dépendance du volume en fonction du volume initial. Je n'ai pas vraiment, et vous verrez tout à l'heure des expériences sur des nombres un peu plus importants de cellules, je n'ai pas vraiment à vous montrer d'exemples où c'est purement un mécanisme de volume de taille qui est observé. Il y a toujours quelque chose d'un peu différent que ce mécanisme de volume de taille. Par contre, peut-être que dans les tissus, où la taille des cellules doit être bien mieux contrôlée, ce mécanisme de contrôle de la taille à la division est observé plus souvent. Mais pour des cellules isolées ou des cellules en culture, c'est rarement observé. Ce que je vous ai dit au premier cours, c'est que ça impose quelque chose, ça. Ça impose que la cellule adapte la durée de son cycle cellulaire pour arriver au volume final qui lui est fixé indépendamment du volume initial. Et je vous ai dit, il y a deux mécanismes. Les deux mécanismes, ça peut être que les cellules plus courtes ont un cycle plus long.
Ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est que les cellules plus courtes croissent plus vite, c'est-à-dire que le taux de croissance que j'ai ici instauré comme une constante absolue pourrait dépendre de la taille de la cellule. Et c'est le fait que les cellules plus courtes croissent plus vite qui font qu'elles atteignent à la division le bon volume. Donc la croissance plus rapide. Je n'ai pas trouvé beaucoup de résultats expérimentaux là-dessus. J'en ai trouvé un. Qui est un article de Ginsberg et al. Ça, c'est Mark Kirchner. Ce que fait Kirchner, il sait mesurer la durée du cycle cellulaire et puis il essaye de mesurer la variation du taux de croissance. Et la façon dont il montre que le taux de croissance change en fonction de la taille des cellules, ce n'est pas de mesurer de taux de croissance directement, c'est de mesurer la variance du taux de croissance en disant qu'une variance importante, ça veut dire que le taux de croissance change en fonction du volume. Donc c'est comme ça qu'il atteint, avec un petit modèle, la variation du taux de croissance, et son résultat est très clair, les deux mécanismes existent en même temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, en tout cas pour les cellules qu'il a regardées, que c'est la progression du cycle cellulaire qui va être plus longue ou que ça va être le taux de croissance qui est plus rapide. Il mesure les deux mécanismes en même temps. Alors c'est vrai pour ce mécanisme Sizer, ça sera vrai pour les autres mécanismes, où cette adaptation est requise aussi. Mais il faut bien garder en tête que je n'ai pas le droit de dire c'est simplement le taux de croissance qui est plus long pour les cellules plus petites. Pardon, c'est simplement la durée du cycle qui est plus longue pour les cellules plus petites et le taux de croissance n'est pas plus rapide. Je n'ai pas le droit de dire l'inverse et les deux semblent couplés. Et je n'ai pas trouvé d'études plus systématiques de ce mécanisme-là. Donc voilà les sizers. Le troisième, au moins pour moi, était beaucoup moins intuitif. C'est troisièmement addition de volume. Là, le mécanisme naïf, c'est de dire que le volume à la génération n plus 1 c'est le volume à la génération n plus une quantité constante qui est ajoutée, que je vais appeler delta ici. Donc ce qui est constant cette fois, c'est le volume ajouté par rapport au volume initial de la cellule. Alors si j'oublie le bruit dans un premier temps, c'est-à-dire que je regarde la valeur moyenne, c'est peut-être pas tout à fait évident pour vous, mais ça conduit bien à des cellules qui sont dans un régime stationnaire. La bonne façon de le voir, c'est d'écrire que Vn, donc je vais appeler le volume à la naissance, ça c'est 1/2, ça c'est le volume à la division, c'est 1/2 de Vd, c'est 1/2 donc j'ajoute la quantité constante et je divise par 2. Je vais écrire que Vn, c'est Un plus delta. Si j'écris que Vn est égal à Un plus delta, je vous laisse substituer là-dedans, ça veut dire que Un plus 1 est égal à Un sur 2. Donc même si j'ai un volume qui n'est pas égal à delta au départ, la différence à delta va décroître, elle va se diviser par 2 à chaque génération. Il y a une différence avec le sizer, c'est que le sizer, en une génération, il adapte le volume de la cellule. Ici, il faut plusieurs générations pour adapter le volume de la cellule. Si j'attends quelques générations, ça décroît exponentiellement, 1 sur 2 à la puissance n, la correction, et donc la correction va tendre vers 0. Si j'oublie le briquet là, mais enfin, au moins qualitativement, ça ne va pas changer grand-chose.
Ça pose deux questions, ça. D'abord, est-ce que ça existe? Et je vais vous montrer des résultats expérimentaux. Alors ça existe, et pour des cellules isolées, ça existe beaucoup. C'est-à-dire que la plupart des résultats expérimentaux disent qu'on est toujours proche d'un mécanisme de Sizer. Après, une autre question qui est peut-être plus intéressante, c'est comment on fait pour y arriver. C'est-à-dire comment procède la cellule pour arriver à ajouter un volume donné. Est-ce que ça soit reproductible d'ajouter ce volume donné d'une expérience à l'autre en s'autorisant du bruit ici? Donc un mécanisme cellulaire. Alors, j'ai plusieurs exemples de mécanismes de division par addition de volume. Le premier, c'est chez les bactéries, et c'est la même bactérie que tout à l'heure, donc c'est la bactérie Colobacter crescentus. Alors, cette bactérie Colobacter crescentus, elle a une complication par rapport à ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est qu'elle ne se divise pas de façon symétrique. Elle se divise en deux cellules, une grande cellule et une petite cellule. La grande cellule, il l'appelle stalked ici, c'est une cellule qui ne bouge pas, et la petite cellule, c'est une cellule swarmer qui bouge. Donc les deux croissent, les deux atteignent à peu près la même taille à la division, et puis les deux se redivisent. Et on a une cellule stalked et une cellule swarmer à chaque fois. Je vais vous passer toutes les distributions de taille qui sont là. Ce que vous avez ici, c'est le nombre de cellules, la distribution de longueur. Alors la longueur pour eux, c'est un proxy pour le volume de la cellule. Ça, B, c'est à la naissance, et D, c'est à la division. À la division, il n'y a pas de différence entre les cellules stalked et les cellules swarmer. Et puis, à la naissance, il y a une différence. Il y a une cellule qui est plus grande que l'autre. La stalked, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit, est plus grande, et la swarmer est plus petite. Après, il vérifie que la croissance est bien exponentielle. Donc, vous avez un fit exponentiel. Et puis après, il mesure delta L, c'est-à-dire la différence de longueur, c'est-à-dire la différence entre ça et ça et ça et ça, à la fois pour les cellules stalked et les cellules swarmer. Et dans les deux cas, vous voyez que la différence de longueur, alors il y a du bruit autour, ça veut dire qu'il y a pas mal de bruit, mais on a vraiment un modèle d'addition de volume, c'est-à-dire que la différence de longueur est indépendante de la longueur à la naissance, que ce soit pour les petites cellules ou pour les petites cellules ou pour les grandes cellules. Donc il y a bien un mécanisme de swarmer. Il y a une image que je ne vais pas discuter, mais que je vais discuter un peu. Ce qui trace ici, c'est la longueur de la cellule fille en fonction de la longueur de la cellule mère. Alors, la longueur de la fille ici, c'est une fraction finie de la longueur à la division. Si je prends un sizer, je vous ai dit, ça fait une cellule à la division qui est 2 fois le volume initial. Donc ça veut dire que le volume de la cellule fille est proportionnel au volume de la cellule mère. Donc dans ce tracé-là, le timer, c'est quelque chose de pente 1. Ladder, ça va être quelque chose de pente 1,5 avec un intercept qui n'est pas 0, qui est delta sur 2. Et puis le sizer, c'est quelque chose qui est constant. Donc ça, c'est les choses que ce genre de gens aiment bien faire, c'est qu'ils tracent ces diagrammes-là et ils essayent de fitter
par une droite, par une constante ou par une droite de pente double. Et c'est comme ça qu'ils essayent de déterminer si on a à faire quelque chose qui mesure le temps de division, quelque chose qui mesure la taille ou quelque chose qui ajoute une certaine taille. Donc voilà pour les bactéries, et c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples sur les bactéries. C'est le même exemple que celui que j'ai discuté, c'est pas le même groupe, hein, mais c'est le même exemple que celui que j'ai discuté tout au début du cours. Je vous ai dit, leur mécanisme de contrôle par la paroi, il ne dit pas du tout ce que peut être la longueur du cycle cellulaire et quand est-ce qu'il faut décider. Il y a d'ailleurs un autre mécanisme qui fixe ça. Alors, il y en a un autre qui m'a amusé parce que je savais à peine ce que c'était. Je n'imaginais pas qu'on faisait des expériences là-dessus. C'est le contrôle du volume des archées. Vous savez, enfin, vous devriez savoir, qu'il y a trois domaines dans l'arbre phylogénétique de la vie. Il y a un domaine qui est les cellules prokaryotes, un domaine qui est les cellules eucaryotes, par contre. Il y a un domaine qui est les bactéries, puis il y a un troisième domaine qui a été découvert beaucoup plus récemment, qui est ces cellules qui s'appellent les archées. Alors, les archées, on les trouve trop souvent, ou au moins au début, on les trouvait que dans des conditions un peu extrêmes de température et de pression. Il y en a dans notre intestin, donc ça ne veut pas dire qu'elles sont uniquement en conditions extrêmes de température et de pression. Et c'est un domaine qui partage certaines propriétés avec les cellules eucaryotes et certaines propriétés avec les cellules qui sont des bactéries. Par exemple, leur mécanisme de réplication est à peu près le même que celui des cellules eucaryotes. Ça veut dire que l'ADN est enroulé autour d'histones dans les archées. Le mécanisme de métabolisme aussi sont souvent très proches de ceux des cellules eucaryotes. Par contre, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas d'organelle à l'intérieur de la cellule. Donc ça, c'est plutôt plus près des bactéries. C'est en gros les mêmes expériences sur les archées que ce que j'ai montré sur les bactéries. Ça, c'est le logarithme de la longueur en fonction du temps. Et vous voyez qu'il y a une superbe droite, donc ils disent que la croissance est exponentielle aussi pour les archées. Ça, c'est la distribution de taille initiale et juste avant la division. Et puis, il trace la longueur à la division en fonction de la longueur à la naissance. Les sizers, c'est une pente 1. Les sizers, c'est constant. Les timers, c'est une pente 2. Et puis, les cellules qui se divisent par un mécanisme d'addition, c'est une pente 1 avec une constante à l'origine qui est justement le volume que je rajoute. Ça, c'est d'autres façons de voir la même chose. Hein. On peut mesurer le temps entre les divisions en fonction de la taille initiale. Comme je vous disais, les cellules plus petites ont des temps de division plus longs. Et puis, ils ont encore une autre méthode. Toutes ces méthodes sont équivalentes. Et là, il n'y a pas énormément de doute sur le fait que c'est un mécanisme qui est au moins très proche d'un mécanisme d'adder avec beaucoup de bruit. Donc après, on peut spéculer sur le bruit et sur le rôle de ce bruit dans l'évolution. Ariel Amir, qui est un des auteurs de cet article-là, spécule un peu sur à quoi pourrait servir ce bruit, qui est beaucoup plus important que celui que je vous ai montré dans les bactéries juste avant. Vous allez me dire, je suis encore dans des cellules un peu compliquées et qui sont très loin des cellules mammifères. Donc les cellules mammifères, donc ça, c'est un article de Clotilde Cadar, dont j'ai déjà montré des articles. C'est l'équipe de Mathieu Piel, qui a fait un séminaire il n'y a pas longtemps. Donc, ce qu'il mesure ici, c'est la variation de volume. Ça, c'était l'équivalent de l'accroissement de la longueur en fonction du volume initial. Alors, si c'était un sizer, la somme des deux devrait être 0, donc ça serait une droite de pente moins 1. Pas tout à fait une droite de pente moins 1. Si c'était un vrai adder, ça serait une constante ici. Ça décroît un peu. Il appelle ça des near adders. Ça veut dire des cellules qui marchent presque par addition de volume. Et puis il y a les mêmes tracés que je vous ai montrés avant. Le timer de pente 2, l'adder ici et le sizer constant. Puis cette courbe-là, la différence de pente étant la pente
de la courbe qu'on voit ici. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le tableau. Donc il écrit que le volume à la mitose, donc le volume à la division, c'est une constante fois le volume à la naissance, plus une constante. Donc si vous avez un sizer, la pente est égale à 0, et la constante ici, c'est le volume moyen à la mitose, c'est pour ça qu'il l'appelle 1. Si vous avez un adder, la pente est 1, et la quantité ajoutée, ça va être 0,5 dans ces unités. Et puis si vous avez un timer, c'est juste une droite, que le volume à la division, c'est 2 fois le volume à la naissance. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont assez proches du mécanisme par addition de volume, ce qu'il appelle les near-adder. Il y en a qui sont un peu plus petits, dont la pente est un peu plus petite, mais on n'est jamais très proche de 0. Donc dans cette étude-là, on ne voit jamais de cellules qui se divisent en ayant imposé son volume à la division. Par contre, il y en a une ici, Raji, donc j'avoue que je ne sais pas bien ce que c'est, dont la pente est presque 2. Ça veut dire que ça, c'est presque un timer. Pour moi, le fait que ça soit stable, ça veut dire... Alors, déjà, théoriquement, à condition que ça ne soit pas exactement 2, ça finit toujours par être stable, ça sature, c'est-à-dire que la fluctuation ne croît pas exponentiellement avec le nombre de divisions. Peut-être qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent de stabiliser cette cellule-là. C'est à peu près la seule qui n'est pas du tout dans ce qu'on attend, parce qu'elle a une pente ici qui est bien plus grande que les autres. Alors, c'est peut-être pas tout à fait suffisant. Ce qu'il dit, c'est que ça, c'est des cellules en culture. Donc, on peut essayer de regarder des cellules primaires. Et en gros, les choses ne changent pas beaucoup. Donc, vous avez cette fois des lignées cellulaires primaires. Et vous voyez que c'est presque des adders. Celle-là, c'est moins évident. C'est un peu intermédiaire entre adder et timer. Celle-là, il y a beaucoup de bruit. Et celle-là est un adder. Donc, voilà un peu le tour de ce que j'ai trouvé sur ces questions-là. La deuxième question, c'est quand est-ce qu'on doit observer un mécanisme par addition ou quand est-ce qu'on devrait observer un mécanisme par contrôle de la taille. C'est clair que le mécanisme par addition, la régulation ne peut pas se faire à la fin du cycle, parce qu'à la fin du cycle, la seule chose qu'on peut régler, c'est la taille de la cellule. Donc les sizers, c'est une régulation qui se fait plutôt à la fin du cycle. Elle est beaucoup plus stricte, alors que les adders ont une régulation qui se fait au milieu du cycle et qui permet beaucoup plus de fluctuations et qui donne beaucoup plus de souplesse. Donc suivant la fonction qu'on veut donner à la cellule, on a peut-être tendance à jouer entre ces mécanismes-là. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous donner un modèle un peu naïf, enfin au départ pas tellement naïf, que m'avait suggéré Mathieu Piel. On avait une stagiaire ensemble, et il est venu dans mon bureau, enfin il y avait Pierre Sens avec moi, il nous a dit, moi je pense que ce qui contrôle la division de la cellule, c'est la tension du noyau. Alors, je vais essayer de vous convaincre que c'est la tension du noyau, puis après je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a repris le modèle qu'on avait fait avec Romain Rollin, avec la stagiaire, et puis on a supposé qu'il y avait une tension critique du noyau, et on a calculé la durée du cycle cellulaire en fonction de cette tension du noyau. Alors ça c'est, quatrièmement, donc c'est régulation par la tension du noyau. Alors le point de départ, c'est cet article qui a été fait notamment par des gens de Grenoble, qui étudie la division de cellules qui sont étalées. Bon, Mathieu Piel avait un peu discuté ça pendant son séminaire. Donc c'est des cellules là, les cellules initiales, puis ils ont vérifié après que les résultats ne dépendaient pas trop du type cellulaire.
Donc voilà les cellules qui regardent. Elles sont étalées, ça veut dire qu'elles sont aplaties sur la surface et le noyau a la forme d'une espèce de galette comme ça. Et ce qui mesure au cours du cycle cellulaire, c'est l'épaisseur du noyau au milieu. Donc à l'entrée dans la phase G1, le noyau est épais. À la fin de la phase G1, le noyau est très comprimé. Et puis après, en phase G2, le noyau redevient plus grand. Alors l'idée, c'est que si la cellule est étalée, elle va comprimer le noyau. Alors il dessine ici des fibres de stress s'il comprime le noyau, que ça va créer de la tension du noyau, et que cette tension du noyau pourrait être un paramètre intéressant. Donc ça, c'est un peu la première expérience. Il y a une deuxième expérience, c'est qu'ils ont relâché les myosines, ils ont éliminé l'activité des myosines en mettant de la bébustatine, donc il n'y a plus de tension, le noyau est relâché, et vous voyez ici, ça c'est un test avec une molécule qui s'appelle EDU. Quand les cellules expriment EDU, c'est qu'elles sont passées dans la phase S. Donc pour la cellule comprimée, elle passe bien dans la phase S. Pour cette cellule qui est plus comprimée parce qu'on a mis de la bébustatine, il n'y a pas de signal EDU, donc elle n'est pas passée dans la phase S. Et puis s'il la recomprime artificiellement, donc ils ont une procédure artificielle pour la recomprimer, en gros en appuyant dessus, si vous appuyez dessus, vous comprimez le noyau artificiellement et on recrée le passage dans la phase S. Alors pourquoi est-ce que ça serait utile pour la division cellulaire? Eh bien, ils ont identifié des facteurs de transcription qui sont ici, TEAD et TEAD et AP1. Et ces facteurs de transcription ne sont activés et ils sont reliés à la progression du cycle cellulaire, ils ne sont activés que si la hauteur du noyau est petite. Après, ils se sont posés pourquoi c'était le cas, et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait des activateurs de ces facteurs de transcription, qui sont YAP et CJUN, et que ces activateurs rentrent plus dans le noyau quand le noyau est plus confiné. S'ils rentrent plus dans le noyau quand le noyau est plus confiné, c'est-à-dire que quand la tension du noyau est plus grande, on active l'entrée dans le noyau de ces activateurs, et ça va activer les facteurs de transcription qui sont en dessous. Donc ça suggère assez fort que la tension du noyau pourrait jouer un rôle à partir de ce mécanisme-là pour la décision de division cellulaire. Et ça veut dire que ces cellules en suspension, elles ne se divisent pas? Alors, ces cellules, celles-là, alors je ne sais pas jusqu'où ils ont été, parce que ça dépend du temps auquel tu fais l'estimation, bien sûr. Ça veut dire qu'elles se divisent plus difficilement, moi je dirais. Je ne suis pas sûr qu'elles ne se divisent pas. Donc voilà un peu la question telle qu'elle était posée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le modèle que je vous ai présenté. Je mets le modèle pompe-fuite intriqué. Le modèle imbriqué, c'est celui qui traite à la fois la cellule et le noyau. On a fait une seule modification à ce modèle-là, c'est que bien sûr on a besoin d'une loi pour la tension du noyau.
Ça veut dire que ce dont on a besoin, c'est de savoir comment se comporte la tension du noyau quand on confine une cellule. Alors, j'ai mis ici l'article dont on s'est inspiré. Ça, c'est un article à nouveau de Mathieu Piel qui regarde se diffuser des cellules qui sont comprimées entre deux surfaces. Ce que vous voyez là, c'est que s'il n'y a pas de compression, ou si la compression est très faible, ça veut dire si la hauteur entre les deux surfaces est 20 microns, la surface du noyau est très très irrégulière. Ce que ça suggère, c'est que la surface du noyau est flambée parce qu'elle n'a pas du tout de tension. Donc on a envie de dire que pour des cellules qui sont très très peu confinées, le noyau n'est pas du tout tendu. Et puis quand on augmente le confinement, on tend petit à petit le noyau et on arrive à faire disparaître tous les plis qu'il y avait dans le noyau. Alors Romain Rolin a fait une théorie des plis dans le noyau à partir de ces images-là. Je ne vais pas l'utiliser, mais on arrive à les faire disparaître. Alors vous voyez que si j'élargis, ici il y a des plis. Et ça correspond exactement à une plaque métallique qu'on confinerait comme ça. La forme des plis ressemble beaucoup. En tendant la chose, on arrive à les faire disparaître. Et c'est parfaitement réversible. C'est-à-dire que si je pars de la cellule tendue, que j'enlève la tension en écartant les deux plaques, je recrée la structure plissée du noyau. La façon dont on a modélisé ça, c'est qu'on a dit tant que l'aire du noyau est trop grande, il n'y a pas de tension du tout. Donc c'est en dessous d'une aire critique, si S est inférieur à S star, où S star est une aire critique, la tension est égale à 0. Et puis dès que je dépasse S star, c'est-à-dire dès que j'ai fini de déplier tous les plis, le noyau se met sous tension et il a un module élastique. Ça veut dire que si S est supérieur à S star, sigma, c'est un certain module, alors qui est connu, qui a été mesuré dans la littérature, fois S moins S star. Quand on confine, en admettant qu'on confine à volume constant, ce qui n'est pas toujours le cas, si j'écrase la cellule, je la transforme en galette qui est plus aplatie. Ça veut dire que j'augmente S par rapport à S star, et ça reproduit bien ce comportement-là. Donc c'est assez naïf. On dit qu'il n'y a pas de tension quand la surface est flambée, et puis il y a une tension qui augmente quand la surface n'est pas flambée. Alors, voilà les résultats des calculs qu'a fait cette stagiaire, qui s'appelle Katharina Koka avec Romain Rolland. La première chose qu'elle a calculée, c'est la durée du cycle cellulaire. Alors elle impose une valeur critique de la tension. On a varié la valeur critique de la tension, mais les courbes ont à peu près toutes la même forme. Et on a varié la hauteur de confinement. Donc ici, le noyau n'est pas tendu. Si le noyau n'est pas tendu dans cette région-là, ça veut dire que la cellule ne sort pas de la phase G1 ou ne sort pas de la phase G1 rapidement. Et donc c'est un peu la courbe à laquelle on s'attendait. C'est que le temps en phase G1, il va augmenter quand on diminue le confinement. Alors, il y a une anomalie un peu étrange ici, c'est qu'on trouve un temps négatif. On trouve un temps négatif parce que notre modèle n'est pas du tout valable au début. Ça va être des endroits où quand la cellule... où la cellule n'est jamais dans cet état ici, c'est toujours confiné, donc elle aurait envie de se diviser toute seule et le modèle calcule des temps négatifs où elle aurait envie de se diviser. On n'est jamais dans ces régimes de confinement expérimentalement, donc c'est quelque chose qui est certes incohérent, mais qui n'est pas catastrophique. Donc on peut regarder aussi le temps dans la phase G1 en fonction du volume initial. Alors le volume initial dans ce modèle-là, c'est le volume du noyau plus le volume de la cellule. Il est grand pour les petites cellules, il est petit pour les grandes cellules. Ça, c'est quand la cellule est bien confinée, à 8 microns. Il est constant si la cellule n'est pas confinée. Donc du fait qu'on a introduit le confinement, on a introduit cette tension du noyau, et la tension du noyau pourrait devenir un paramètre critique. Après, on est un peu biaisé par tout ce que je vous ai raconté, donc on a envie de se dire comment est-ce que varie le volume final avant la division en fonction du volume initial. Alors je ne devrais pas vous montrer ça parce que les axes ne sont pas ce qu'ils devraient être, mais vous voyez que ça augmente, ce n'est pas une droite. Est-ce que c'est presque un adder? Est-ce que c'est presque un sizer?
C'est un peu à chacun le goût, mais c'est quelque chose qui est intermédiaire entre tous ces comportements. Donc voilà où on en est pour ces mécanismes de déclenchement de la division par la tension du noyau. Alors ce que je veux faire dans les minutes qui me restent, c'est je vais essayer de vous expliquer un modèle cellulaire pour le mécanisme d'addition. Donc c'est cinquièmement. Ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe d'Ariel Amir, Soifer. Donc, je reviens sur la levure du boulanger. Et peut-être la chose qu'il faut que je vous montre avant de vous expliquer quoi que ce soit, c'est le cycle cellulaire de la levure du boulanger. Alors le cycle cellulaire, il est schématisé ici. La levure du boulanger, je vous ai dit, c'est celle qui fait des buds à la surface. Au début du cycle, il n'y a pas de buds. Et la mère croît. Donc au début, il y a une croissance de la mère. Et ça, c'est ce que les gens appellent la phase G1. À un certain point, qui s'appelle le point start, le bud apparaît. C'est ce point juste ici, le coup du bud apparaît, et à partir de ce moment-là, la mère arrête de croître et seule la fille croît. Et puis la fille croît, la mitose se fait, il y a un noyau qui apparaît dans chaque cellule, et puis les deux se séparent et on a deux cellules. Donc après, il y a une cytokinèse. Donc voilà le cycle un peu schématisé de la levure. Maintenant, dans toutes ces choses-là, il y a une protéine qui joue un rôle fondamental, qui est la protéine qui s'appelle Wi5. Wi5, c'est un régulateur du cycle cellulaire. Et c'est un inhibiteur d'une cycline. Qui s'appelle CLN3. La façon dont ça se passe avec Wi5, c'est qu'au départ, la cellule hérite de Wi5 de la génération précédente, et pendant toute la croissance de la mère, le nombre de molécules de Wi5 ne croît pas. Donc ça va doser une protéine qui a un nombre constant qui va être Wi5. Là, il y a X protéines Wi5. Ça reste constant, mais la cellule croît et on dilue Wi5. Donc la première étape, c'est une dilution de Wi5.
Alors jusqu'à quand on délie Oui5? Quand on délie Oui5, la densité de Oui5 décroît, ça veut dire qu'elle inhibe de moins en moins la cycline, et il arrive un moment où elle ne l'inhibe plus du tout, et c'est ça qui permet la croissance du BUD. Ça veut dire qu'il y a une concentration minimale de Oui5 qui permet l'inhibition. Que je vais appeler CB. Mais si j'appelle VM le volume de la mer au point start, c'est-à-dire au moment où apparaît le BUD, ce VM-là c'est X sur CB, parce que la concentration critique, c'est le nombre de molécules divisé par le volume. Et puis dans toute la suite, le volume de la mer reste constant. Donc j'en suis là, au point start. Le volume de la mer reste constant, est égal à Vm. Puis après, le BUD croît. Mais pendant la croissance du BUD, on produit Oui5. Alors le BUD croît, il va y avoir un volume final du BUD, et ce que je vais définir, c'est le rapport R. Donc à la fin de la croissance, VBUD est égal à R fois le volume de la mer. Et puis il y a production de Oui5 pendant la croissance du BUD. De Y ça veut dire que le nombre total de molécules à la fin de Oui5, c'est X plus Y. Maintenant, c'est là que tout le monde n'est pas d'accord. Ariel Amir, et il justifie ça par des expériences, dit que ces molécules-là se répartissent proportionnellement entre le BUD et la mer. Schottheim dit qu'il y a des corrélations et que ça ne se répartit pas proportionnellement entre le BUD et la mer. Donc je vais garder l'hypothèse de Ariel Amir. Donc la répartition est aléatoire. Si la répartition est aléatoire, en unité du volume de la mer, il y a 1 pour la mer et R pour le BUD. Ça veut dire que le nombre de volumes, le nombre de molécules de Oui5 dans le BUD, c'est X plus Y, qui est le nombre total de molécules, fois la fraction de volume du BUD. Ça, c'est R sur 1 plus R. Donc ça, c'est ce qui reste dans le BUD à la fin. Le BUD, ça va devenir la mer à la génération suivante.
Donc la nouvelle valeur de x après une génération, ça va être ça. Ça va être x plus y, r sur 1 plus r. Alors avec ça, on peut regarder ce qui se passe. Donc, je regarde à la génération i. Donc la génération i, c'est la génération dont je vais partir. Le nombre initial de molécules dans le bud, c'est xi égale x. Vm, c'est xi sur cb. Et le volume du bud à la fin, v bud à la génération i, c'est r xi sur cb. Maintenant, je regarde la génération i plus 1. À la génération i plus 1, le nouveau x, c'est le x à la fin de la première génération. Donc ça va être xi plus y, xi plus 1. C'est xi plus y, facteur de r, sur 1 plus r. Et le volume final à la génération i plus 1, alors le volume, je l'ai par xi plus 1 sur cb, ça c'est le volume de la mer. Et puis il faut mettre un facteur 1 plus r. Donc c'est v division à la génération i plus 1. C'est xi plus 1 sur cb, ça c'est le volume de la mer. Puis j'ai encore un facteur 1 plus r pour prendre en compte le volume du bud. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait xi plus 1, xi plus y fois r sur cb. C'est xi plus y r sur cb. Et xi r sur cb, c'est le volume du bud à la fin de la croissance de la génération i. Donc ça, c'est le volume de la mer, le volume initial à la génération suivante. Donc ça, c'est le volume à la naissance plus delta, où delta égale y r sur cb. Donc toutes ces conditions que je vous ai imposées ici, à cause du fait que la protéine, oui, elle ne croît pas pendant la première phase de la croissance et elle ne croît qu'après, et elle se répartit uniformément, impose un mécanisme d'addition de volume où ce qu'on ajoute, c'est indépendant du volume initial. Voilà le mécanisme proposé par Ariel Amir pour ce phénomène d'addition de volume, qu'il appelle un mécanisme de dilution d'inhibiteurs. Alors il a un mécanisme équivalent qui est le mécanisme inverse, qui est le mécanisme de concentration d'un activateur.
qui marche aussi et qui traite à peu près de la même façon. Je m'arrête là. C'est très spécifique, ça, à la levure. Ceci dit, le même type de modèle peut être utilisé par d'autres cellules et permet d'expliquer, dans certains cas, les mécanismes, donc par dilution d'un inhibiteur, permet d'expliquer les mécanismes d'addition. J'ai été un tout petit peu plus long que ce que j'aurais dû, et j'ai un petit peu accéléré sur la fin. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre maintenant. Gardez-les pour la semaine prochaine. Je suis tout à fait prêt à répondre aux questions la semaine prochaine. Ce que je veux faire la semaine prochaine, c'est discuter les effets du bruit sur toutes ces choses-là. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, Jacques.